Bienvenue dans cette nouvelle analyse où aujourd'hui on s'attaque à un terme qui a fait couler beaucoup d'encre, le growth hacking. Mmh. Et pour nous guider, on a le livre de Ryan Holiday, Growth Hacker Marketing. Alors pour bien comprendre, il faut se mettre dans ses baskets à l'époque. Oui. Imaginez un peu, Holiday est directeur marketing chez American Apparel. Un gros poste, un gros titre. Et un jour, il tombe sur un article qui titre «Le growth hacker est le nouveau VP marketing». Ah oui, ça a dû piquer un peu. Clairement. Sa première réaction, c'est la méfiance, presque le mépris. Il se dit: «C'est quoi ce truc? Comment un ingénieur pourrait faire mon travail?» Et c'est là que tout bascule pour lui. Exactement. Cet article, ça a été un électrochoc. Ça a dynamité d'un coup 75 ans de pratique marketing bien établie. C'est un point de départ génial parce que ça résume parfaitement la rupture. Le growth hacker, c'est cet hybride qui débarque mi-marketeur, mi-codeur. C'est ça. En gros, il prend le manuel du marketing à l'ancienne et hop, il le met de côté. À la place, il sort sa trousse à outils de geek, des tests AB, de l'analyse de données, le calcul du facteur de viralité. Des trucs qu'on peut mesurer, quoi. Exactement, des trucs mesurables. L'objectif, ce n'est plus de faire une belle campagne de pub, c'est de construire une machine de croissance qui s'auto-alimente. D'accord. Une machine qui peut toucher des millions de gens sans réinjecter des millions d'euros en permanence. Mais le point crucial du livre, c'est que ce n'est pas juste une collection de techniques, c'est avant tout un état d'esprit. D'accord. Alors, si c'est un état d'esprit, par où on commence? Le livre est assez radical là-dessus. Il dit que tout commence bien avant le marketing, avec le produit lui-même, Oui, et ça peut paraître étrange pour un livre sur le marketing, complètement. mais c'est la base de tout. C'est ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché ou le fameux Product Market Fit, Le PMF. le PMF. L'idée est simple. La pire erreur marketing, c'est de dépenser des fortunes pour promouvoir un produit dont au fond personne ne veut vraiment. Logique. Donc le growth hacking dit stop. Le marketing commence le jour 1 du développement du produit. On ne crée pas un produit en espérant qu'il plaise, on le co-construit avec ses futurs utilisateurs. D'accord. Le PMF, c'est ce moment un peu magique où le produit se vend presque tout seul. Si on a l'impression de devoir forcer, de pousser une énorme pierre, c'est qu'on n'y est pas encore. Ce qui est fou avec les exemples du livre, c'est qu'on pense à des succès fulgurants, mais en fait, ils ont tous galéré au début. Prenez Airbnb. L'histoire des matelas pneumatiques dans leur salon, c'est vraiment vrai, hein. C'est totalement vrai. Au départ, ça s'appelait airbedandbreakfast.com et c'était littéralement ça. Incroyable. Ils ont vu que ça prenait un peu, mais ce n'était pas l'explosion. Alors, ils ont testé autre chose. Ils ont ciblé les gens qui allaient à des conférences et qui ne trouvaient plus d'hôtels. Ah, malin. Puis, ils ont élargi aux voyageurs qui en avaient marre des hôtels sans âme. Ils ont pivoté, ajusté, écouté, jusqu'à devenir la plateforme qu'on connaît. C'est cette quête obsessionnelle du PMF qui a rendu la croissance possible. Sans ça, tout le marketing du monde n'aurait servi à rien. Exactement. Et Instagram, c'était la même chose. Hmm. Ce n'était même pas une application de photo à l'origine. Non, pas du tout. C'était un réseau social de géolocalisation assez complexe qui s'appelait Burb. Comment on te passait d'une idée à une autre aussi radicalement? En observant les données, tout simplement. C'est ça la clé. Les fondateurs ont regardé ce que faisaient leurs très rares utilisateurs Mhm. et ils ont vu un truc. Les gens ignoraient toutes les fonctions compliquées et passaient leur temps sur la petite fonction photo optionnelle. C'est fou. Alors, ils ont pris une décision courageuse. Ils ont tout jeté sauf ça. Ils ont simplifié à l'extrême pour se concentrer sur les photos et les filtres. Et le résultat? Résultat, 100 000 utilisateurs en une semaine. Ça montre que parfois, la meilleure idée de votre entreprise est une petite fonctionnalité cachée que vos utilisateurs ont découverte avant vous. Ça me fait penser au concept de produit minimum viable d'Eric Ries. L'idée de ne pas attendre d'avoir un produit parfait, mais de lancer une version de base pour voir ce qui se passe. Exactement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup d'entreprises disent faire du MVP, mais en réalité, elles ont peur de lancer un produit imparfait. Oui, la peur du jugement. C'est ça. La vraie difficulté, c'est de convaincre une organisation de se montrer vulnérable et d'accepter les critiques, parfois brutales, des premiers utilisateurs. Et le rôle du marketeur là-dedans? Il devient un canal de feedback. Son rôle, c'est de poser les bonnes questions. Pour qui on fait ça? Est-ce que ça résout un vrai problème pour eux? Donc, si je résume cette première étape, la leçon, c'est arrêtez de polir votre produit en secret pendant des mois. Sortez-le, même s'il est un peu bancal, et écoutez. C'est ça. La course n'est plus au premier qui arrive sur le marché, mais au premier qui atteint l'adéquation produit-marché. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a du carburant pour la fusée. Mais il faut encore allumer la mèche. Voilà, on a un produit que quelques personnes adorent, une petite base de fans.
Mais comment on passe de 100 fans à 10 000 clients? C'est là que le fameux hack entre en jeu, j'imagine. Mhm. Le livre parle du cas tragique d'Aaron Swartz, co-créateur de Reddit, un génie qui avait créé des services géniaux bien avant tout le monde, mais qui ont tous échoué. Pourquoi? C'est le piège classique du «si tu le construis, ils viendront». C'est un mythe, il faut aller les chercher. Mais pas n'importe comment. Le growth hacking dit oubliez de lancement à la Hollywood avec un article dans le New York Times. Visez plutôt le New York Times de votre propre niche. J'aime bien l'image. Trouvez les quelques centaines ou milliers de personnes qui sont les plus susceptibles d'adorer votre produit et concentrez tous vos efforts sur elles. On ne cherche pas un feu d'artifice, on cherche à allumer un feu de camp qui va se propager. L'exemple de Dropbox est fascinant. Au lieu de payer des fortunes en pub, ils ont fait une simple vidéo de démo. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? Ce n'était pas juste une vidéo aussi. Non, ce n'était pas juste une vidéo. C'était une vidéo pour geeks, postée sur des sites de geeks comme Dig et Reddit. Ah d'accord. Chaque blague, chaque référence, chaque clin d'œil était un hameçon conçu spécifiquement pour cette audience. Ils ne parlaient pas à tout le monde, ils parlaient à leurs futurs fans, dans leur langage. Et ça a marché? La vidéo est devenue virale sur ces plateformes et la liste d'attente est passée de 5 000 à 75 000 personnes en quelques jours. C'est du ciblage chirurgical. C'est très malin. Et Uber, avec le festival SXW, c'est la même logique mais appliquée au monde réel. Exactement. Ils n'ont pas tapissé la ville de pub, ils ont trouvé un nid de clients parfait, jeunes, technophiles, avec de l'argent, qui avaient un problème très concret. Impossible de trouver un taxi. Voilà. Et ils leur ont offert la solution sur un plateau. On passe de l'arrosage au sniper. Et parfois, l'arme du sniper, c'est du code. C'est là que l'exemple d'Airbnb devient vraiment, vraiment intéressant. Le fameux hack de Craigslist. Oui, l'un de leurs hacks les plus efficaces, un marketeur traditionnel n'y aurait jamais, jamais pensé. Leurs ingénieurs ont créé un outil qui permettait aux gens qui postaient une annonce sur Airbnb de la publier en un clic sur Craigslist. Un des plus gros sites de petites annonces au monde. Voilà, ils ont en quelque sorte piraté la base d'utilisateurs de Craigslist pour se faire connaître gratuitement. Ah, donc je comprends mieux. Le hack, ce n'est pas juste une astuce marketing, c'est une solution ingénieuse et souvent technique pour atteindre les bons premiers clients de manière ciblée, sans se ruiner. Tu as tout compris, c'est plus une question d'ingénierie que de publicité. La question n'est plus quelle campagne on lance, mais quel système intelligent on peut construire pour atteindre nos utilisateurs. D'accord. Et une fois que ces premiers utilisateurs sont là, Le but est de les transformer en une armée de commerciaux. on en arrive à la viralité. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas de la chance, ça se fabrique. Mais comment on fabrique de la viralité? On ne peut pas juste mettre un bouton partager et prier, non? Non, ça ne marche pas. L'idée, c'est qu'il faut cuisiner la viralité dans le produit dès le départ. Cuisiner la viralité, j'aime bien. La vraie question à se poser n'est pas comment les forcer à partager, mais pourquoi partageraient-ils? Quand on demande à quelqu'un de partager notre produit, on lui demande de mettre sa réputation en jeu. C'est un coût social en fait. Exactement. Pour que ça marche, il faut que l'échange soit positif pour lui. Le partage doit lui apporter de la valeur ou être si simple et naturel qu'il n'y pense même pas. L'exemple de Hotmail est tellement simple qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. La petite signature à la fin de chaque email. PS, I love you, get your free email at Hotmail. Et c'est un cheval de Troie parfait. Chaque utilisateur devient un panneau publicitaire ambulant. C'est l'ancêtre de tous les hacks viraux, et Dropbox a modernisé l'idée. Il ne demande pas une faveur, il propose un deal. Ah oui, le stockage gratuit. C'est ça. Invite un ami et vous gagnez tous les deux 500 mégas d'espace de stockage gratuit. C'est un échange gagnant-gagnant. Ce n'est plus une pub déguisée, c'est un acte rationnel. Et les chiffres sont dingues. Ça a augmenté leurs inscriptions de 60%. Aujourd'hui encore, plus d'un tiers de leurs nouveaux clients vient de ce système de parrainage. Il y a aussi une viralité plus subtile que le livre appelle la publiciness ou la visibilité publique. Oui, L'idée que plus une chose est visible, plus les gens ont envie de l'imiter. J'ai tout de suite pensé aux écouteurs blancs d'Apple. c'est l'exemple parfait. À l'époque, tous les écouteurs étaient noirs. En les faisant blancs, Apple a rendu visible l'utilisation de ses produits. C'est vrai. On marchait dans la rue et on savait immédiatement qui faisait partie de la tribu Apple. Ça a créé une preuve sociale énorme. Et la signature, envoyée depuis mon iPhone. Ou plus récemment, envoyée depuis Mailbox. C'est exactement la même psychologie. Ça ne coûte rien, c'est intégré au produit et ça le fait se vendre tout seul. Littéralement. D'accord. Donc, récapitulons. On a un super produit,
On a attiré les premiers utilisateurs et on a mis en place de mécanismes pour qu'ils en attirent d'autres. C'est bon, on peut sabrer le champagne, non? Pas encore. Le livre dit que non. Il parle du problème du seau percé. Le seau percé. C'est l'étape la moins glamour, mais peut-être la plus rentable. Dire. La rétention. À quoi ça sert de remplir un seau d'eau s'il est plein de trous? Oui, c'est une bonne image. Attirer des nouveaux clients, c'est bien. Les garder, c'est ce qui construit une entreprise solide. Et les statistiques sont sans appel. Une augmentation de 5% de la rétention peut augmenter la rentabilité de 30%. C'est énorme. Fidéliser un client coûte infiniment, infiniment moins cher que d'en acquérir un nouveau. L'exemple de Twitter est incroyable là-dessus. Ils avaient des millions d'inscrits qui créaient un compte et ne revenaient jamais. Le seau était une vraie passoire. Une passoire, c'est le mot. Comment ils ont colmaté la fuite? Pas avec une campagne de pub, j'imagine. Absolument pas. Ils ont fait un travail de détective dans leurs propres données. Ils ont analysé le comportement des utilisateurs qui restaient par rapport à ceux qui partaient. Et Et ils ont trouvé une corrélation en or. Un nouvel utilisateur qui suivait entre 5 et 10 comptes dès le premier jour avait une probabilité bien plus élevée de devenir accro. ah, ils ont trouvé le moment magique. C'est ça, l'instant où l'utilisateur comprend la valeur du produit. Du coup, ils ont complètement changé le processus d'inscription pour pousser chaque nouvel utilisateur vers ce moment magique. Ah, donc le marketing, ça devient d'optimiser le produit lui-même pour qu'il soit plus collant, plus engageant. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Un produit n'est jamais fini, il y a toujours des points de friction, des moments où les utilisateurs décrochent. Hmm. Le job du growth hacker, c'est d'être un obsédé de l'optimisation. Il utilise les données pour trouver ces points de friction et les poncer encore et encore. C'est un travail d'artisan. Et Et quelques jours plus tard, il reçoit un coup de fil. oui, un employé qui l'appelle pour le guider et l'aider à finir son profil. C'est fou, ça ne peut pas marcher à grande échelle, ça. Non, mais au début, on fait des choses qui ne scalent pas, qui ne sont pas automatisables. Cet appel téléphonique, c'est le signe d'une obsession pour chaque utilisateur qui fuit. D'accord, je vois. Ils ont identifié un trou dans leur seau et ils l'ont bouché à la main en attendant de construire une solution automatisée. C'est ça l'état d'esprit. En fin de compte, le growth hacking, c'est une redéfinition totale de ce qu'est le marketing. Ce n'est plus un département isolé qui fait de la pub. C'est un processus qui touche à tout. C'est un cycle, une boucle continue. Un cycle. Oui. Étape 1, tu t'acharnes à construire un produit que les gens veulent vraiment. Étape 2, tu trouves un moyen ingénieux d'attirer tes tout premiers utilisateurs. Mhm. Étape 3, tu intègres la viralité dans le produit pour que ces utilisateurs en amènent d'autres. Et étape 4, cruciale, tu analyses, tu optimises, tu améliores l'expérience pour que tout le monde reste. Et puis, tu recommences. C'est un moteur qu'on construit et qu'on affine en permanence. C'est l'idée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe du marketing des Mad Men, basé sur l'intuition géniale et les gros budgets, Oui. à un marketing de scientifique, basé sur l'expérimentation et les données. L'idée de génie ne vaut rien si elle n'est pas validée. On passe du «je pense que» au «les chiffres montrent que». C'est peut-être moins glamour, hein. C'est sûr, mais c'est redoutablement plus efficace. Ce qui soulève une dernière question qui va au-delà du livre. On a beaucoup parlé de start-up, de tech. Mais si on considère que le growth hacking est un état d'esprit avant d'être une boîte à outils. Oui, où est-ce qu'on pourrait l'appliquer d'autre? Exactement. Comment ces principes pourraient transformer des domaines beaucoup plus traditionnels? Imaginez si une chaîne de restaurants utilisait les données pour optimiser son menu afin de maximiser la rétention de ses clients. Aussi, une municipalité appliquait ces méthodes pour améliorer l'adoption de ses services publics par les citoyens. Voilà, ça ouvre des perspectives assez dingues. La question reste ouverte.